Aujourd'hui, nous allons parler du contre-transfert, qui est un terme, un mot qui apparaît pour la première fois dans une lettre de Freud adressée à Jung, car Jung lui avait avoué avoir eu une relation sexuelle avec une patiente, la patiente Spinrey. Et là, contre-transfert, pourquoi le mot contre-transfert? Ce serait une réaction, un sentiment qui surgit face au transfert positif de la patiente Spinrey. Spinrey développe un transfert positif, a des sentiments d'amour envers Jung, et cela va influencer Jung, il va lui aussi répondre avec des sentiments d'amour. Et donc là, la raison du mot contre-transfert. Un an après, dans un écrit, Freud parlera de contre-transfert et va utiliser ce mot pour indiquer l'influence que a le patient, la patiente, sur la sensibilité, sur le sentiment du psychanalyste. Et ici aussi, ça reste tout de même le mot contre-transfert, cette influence reste circonscrite au niveau des sentiments d'amour qu'un psychanalyste peut avoir, ou un psychanalyste peut avoir envers son patient, sa patiente. Et ce sentiment est clairement vu comme un obstacle à la progression de l'analyse et peut aboutir également à, donc c'est un danger parce qu'il peut aboutir, ce sentiment d'amour peut aboutir à un acting out, ce qui provoquerait l'interruption de l'analyse. Avec le temps, avec les années qui vont passer, le terme contre-transfert va s'enrichir auprès d'autres psychanalystes de contenu et va subir deux modifications. Bon, la première modification, c'est on va étendre la définition de contre-transfert à toute forme de réaction de la part de l'analyste sous l'influence du patient. Que ce soit des réactions positives, de sentiments positifs, des sentiments négatifs, d'agressivité, de pensée, etc. Et l'autre grande modification, on l'a dans les années 50-60 du côté des psychanalystes, surtout du côté des psychanalystes anglo-saxons, et qui vont arriver à renverser la connotation du contre-transfert dans le processus analytique. Alors si pour Freud, et c'est pour beaucoup d'autres psychanalystes, le contre-transfert était un obstacle, voire même un danger, pour certains psychanalystes du côté anglo-saxon vont parler du contre-transfert comme un outil, comme une boussole dans la cure. Et donc, de obstacle, le contre-transfert devient une ressource pour la progression de l'analyse. À partir du moment où le psychanalyste sait s'en servir comme il faut. Attention, il s'agit de s'en servir et non pas de communiquer au patient ce que l'analyste prouve, ce que l'analyste ressent. Faisons un exemple. Lors d'une séance, analysant va à faire un commentaire sur cette statue en disant que cette statue a une connotation pour cette patiente tout à fait négative. Et moi, en tant qu'analyste, je ressens une irritation en moi. Donc, il y a l'impact que ce commentaire négatif sur la statue a sur moi, qui est, au niveau émotionnel, une irritation. Cette irritation me permettrait de comprendre au niveau émotionnel que du côté du patient, il y a une
un transfert négatif envers moi. Ce serait une certaine agressivité, voire même une haine envers ma personne qui représente une figure maternelle, sa figure maternelle, la mère qu'elle a eue et sur laquelle elle avait eu toute une série de sentiments de dénigration. Alors, je vais m'en servir comment, pratiquement? Mais ce serait comme une boussole, c'est-à-dire je vais, par exemple, dans un rêve que la patiente me racontera d'ici 2 semaines, faire attention, un peu, avoir une attention plus marquée sur des détails qui vont du côté de la mère et du côté d'un mouvement dénigratoire envers la maman. Voilà en quoi ce contre-transfert, ce sentiment d'irritation à partir d'un commentaire de ma patiente sur la statue, va pouvoir le diriger dans les semaines qui vont venir avec ma patiente. Le contre-transfert a été l'objet de critiques parmi certains psychanalystes. Mais il y en a un surtout en particulier qui a critiqué le contre-transfert, qui est Lacan, dans les années 50 et plus précisément en 1958, lors d'une intervention qui deviendra un écrit intitulé « La direction de la cure ». Et là, Lacan critique le contre-transfert. Pourquoi? Parce que le contre-transfert va à réduire, si on le prend de cette manière, comme je viens de l'indiquer, qui était articulée par ces psychanalystes anglo-saxons, va renfermer ce qui se passe entre analyste et patient dans une relation duelle, interpersonnelle. Certainement, il y a des moments où le patient va avoir un transfert sur ma personne, un transfert imaginaire, dit Lacan, sur ma personne, et moi-même je peux ressentir quelque chose que je pourrais ensuite tout seul ou à l'aide d'un contrôle essayer de comprendre pourquoi. Mais cela ne devrait pas intervenir dans la relation analytique, car là, ce serait alors enfermé dans ce qui est une relation duelle de moi à moi, au niveau spéculaire. Alors qu'en analyse, il y a une toute autre dimension qui est, on peut dire, la dimension essentielle de ce qui se passe en analyse, qui est la dimension symbolique. Et c'est grâce à faire taire ce moi, donc, en tant qu'analyste, et le faire taire comme s'il était mort, faire le mort, disait Lacan, pour faire surgir surtout cette dimension symbolique. Et là, je n'ai pas un outil préétabli pour comprendre ce qui se passe. Alors reprenons l'exemple, patiente qui va faire un commentaire négatif sur ces statuts, rien ne me permet de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est en me taisant et en faisant le mort, c'est-à-dire en faisant le mort du côté du moi, qu'on va faire surgir cette autre dimension, du grand autre, de la dimension symbolique. Et là, le mot statut pourra faire évoquer un réseau d'associations qui donnent le ton, qui vont éclaircir l'importance de ce signifiant statut. Par exemple, les séances après pourraient faire venir un souvenir qui est lié à une statue, où effectivement, quand cette patiente était petite, lors d'une grande dispute, la mère a pris la statue et l'a brisée. Et à partir de là, le mot statue a une certaine résonance auprès de la patiente. Voilà, ça c'est un peu un exemple pour expliquer
ici comment on fait taire le moi et donc on ne tient pas compte de ce que la patiente peut faire surgir en tant que sentiment sur moi analyste, car le moi ne devrait pas intervenir dans la relation analytique. Et c'est plutôt de faire surgir cette autre dimension du grand autre, cette dimension symbolique. Au moins cela est en 1958. Par après, Lacan mettra l'accent sur l'objet petit a, mais ça demanderait une autre explication. Et bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.